Mais en fait, le souci dans lequel je me trouve aujourd'hui, c'est que vu qu'on partait fin mars à New York, en fait, on avait tout résilié. Donc assurance, mutuelle, enfin tout ce qui est assurance décès, enfin tout en fait. Tout ce qui aurait pu m'apporter de l'aide là financièrement, je l'ai pas. Mais comment tu fais du coup au quotidien? Je fais pas. je fais comme je peux, donc c'est pour ça que là, ces fonds-là qui m'aident à payer, m'aident à payer les obsèques. Donc les 7 000 € là déjà, ça m'a permis de payer les 3/4 des obsèques, parce que vraiment quand je dis que j'ai plus rien, c'est je n'ai plus rien. On avait vendu voiture, tout a été injecté dans New York, tout. À bientôt. Vous déménagez? Mes vêtements, emballés, mes bouquins, empaquetés. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. C'était leur rêve à eux deux. S'installer à New York, ouvrir une brasserie française au cœur de Soho, offrir une nouvelle vie à leurs enfants. Le rêve américain dans ce qu'il y a de plus concret et de plus exaltant. Manon et son mari François Tanguy avaient tout quitté pour ça. Ils avaient vendu leur restaurant, résilié tous les contrats qui les rattachaient encore à la France, vendu leur voiture, leur maison, vidé leur compte. Le restaurant chez Fanfan devait ouvrir en juin. Sauf que fin mars, à quelques jours de prendre l'avion, tout s'écroule. Un coup d'arrêt net, irréversible. Manon se retrouve seule face à un avenir qu'elle n'avait jamais envisagé, avec des enfants à protéger, un deuil à traverser et une bataille à mener. Aujourd'hui, je vous parle des coulisses du rêve américain. Du rêve américain qui, parfois, est avorté. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Manon Livon. Donc, je vous parle en direct de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Donc, on est en France, en Bretagne. Et j'ai 29 ans, j'ai 30 ans cette année, voilà, à la fin de l'année. Je suis maman de 2 enfants, Ethan 8 ans et une petite dernière Rose qui a 4 ans. Voilà. Je suis assez sportive. Je fais du footing 3 fois par semaine. Je fais du tennis aussi. Et puis voilà, quoi. C'est tout, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bienvenue Manon dans le podcast et merci infiniment du coup d'avoir accepté de témoigner. Avec plaisir. Et de me livrer un peu ton histoire. Tu te présentais, tu es donc bretonne, tu es mère de famille et aujourd'hui on va parler en fait d'une aventure un peu avortée aux États-Unis. Exactement. Est-ce qu'on peut peut-être revenir un petit peu en arrière et évoquer en fait ce qui s'est passé avant tout ça? Toi, tu travaillais dans quel domaine? Alors, moi, je suis restauratrice depuis 5 ans. Donc, j'ai toujours été dans la restauration avec mon mari. Mais voilà, ça faisait 5 ans qu'on était vraiment à notre compte. On a eu 2 restaurants sur Saint-Brieuc. Okay. Un premier pendant 3 ans et un deuxième pendant 2 ans. Voilà, le premier on a vendu et le deuxième, pareil. D'accord. Et vous vous spécialisiez dans un type particulier de cuisine ou de concept? Non, c'est une brasserie. Alors la première, c'était vraiment une brasserie traditionnelle, vraiment française, mais vraiment type parisienne. Et la deuxième, c'était vraiment une brasserie, pareil, traditionnelle, mais vraiment plus bretonne, ciblée sur les produits bretons et fruits de mer. Voilà, poisson, génial, fruits de mer. Ça fait rêver. Voilà. Ok. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit on aimerait partir je sais pas, est-ce que c'était le rêve américain? Justement, j'allais dire, vous avez eu envie d'aller vivre votre rêve américain? Est-ce que c'était ça dans votre tête ou? Alors, en fait, c'est vraiment le rêve d'enfant, vraiment le rêve de mon mari depuis toujours. D'accord. Voilà, il m'en a de toujours vivre aux parlé, États-Unis? Ouais, exactement. De vivre aux États-Unis et d'ouvrir vraiment sa brasserie française à New York. Voilà, depuis toujours. C'était vraiment son envie. Voilà. Il voulait vraiment un projet qu'il voulait vraiment concrétiser. Donc voilà, on s'est lancé dans cette aventure. Voilà, démarche après démarche. Comment est-ce qu'on s'y prend justement quand on a envie de partir? Parce qu'il y a du rêve à la réalité.
il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de déconvenues aussi, j'imagine. Ouais, tout à fait. Alors, comment on s'est lancé premièrement? On allait un peu comme tout le monde sur les réseaux ou via Google en essayant de chercher un avocat d'immigration française. Voilà, donc on a réussi à trouver un super avocat, donc français, expatrié à New York depuis quelques années, qui nous a aidés, donc qui nous a fait vraiment la démarche de A à Z, donc l'obtention des visas. C'est quoi, c'est les visas E2 pour ouvrir un business? Exactement. D'accord. Tout à fait, c'est ça, visa E2, exactement. C'est ça. Voilà, donc il nous a vraiment suivis du début jusqu'à la fin, jusqu'au montage du coup de la société par la suite pour amener à bien ce projet, jusqu'à la rédaction du bail. Voilà. Et en plus de ça, en parallèle, on avait aussi contacté un broker qui nous a été mis en relation justement par notre avocat. Un broker pour trouver évidemment voilà, un bien, un bail commercial. Un fonds de business. Exactement, un fonds de commerce à louer. Voilà, donc il y a eu plusieurs visites à New York. Plusieurs fois, on a été amenés à venir pour visiter. Ça a pris combien de temps, justement, entre le moment où vous contactez cet avocat et puis le moment où, du coup, vous avez trouvé le lieu et vous vous projetez vraiment? Eh bien, ça a pris plus d'1 an. Tu me disais que, du coup, ton mari, c'était son rêve presque de gamin, de pouvoir aller ouvrir quelque chose à New York. Il y a... avoir ce rêve, est-ce que toi, il a fallu te convaincre? Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que tu connaissais des États-Unis avant tout ça? Eh bien, rien du tout. Alors, il a fallu me convaincre, oui. Quand même, un petit peu. Dirais pas non. Oui, parce que je suis très famille. Voilà, je suis très un peu. T'es proche de ta famille? Ouais, voilà, proche de ma famille. Voilà, j'ai quand même perdu ma maman il y a 2 ans, mais je voulais quand même rester un petit peu ancrée quand même en France, même si ma famille n'est pas non plus, ils sont pas du tout en Bretagne, ils sont vraiment sur la Côte d'Azur. Voilà, mais vraiment je voulais rester un peu auprès quand même de mes racines, parce que je suis pas du tout bretonne de base, je suis vraiment née à Cannes. D'accord, c'est ton mari qui est breton? Ouais, exactement. Voilà, tout à fait, toute ma famille est de la Côte d'Azur, donc voilà, c'était vraiment difficile pour moi de vraiment quitter quand même les miens en France. Et partir aux États-Unis. Mais bon, voilà, je me suis dit, il faut tenter le coup, quoi. Et puis, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et puis voilà, on s'est lancé dans l'aventure. C'était aussi, voilà, une belle opportunité pour les enfants. C'est comme leur faire découvrir quelque chose qui est pas donné à tout le monde. Enfin voilà, je pense que pour des enfants, leur faire apprendre la langue, devenir bilingue. Enfin, je pense qu'il y a pire comme projet de vie pour des enfants qu'aller là-bas, quand même. Et puis New York, c'est une ville aussi étourdissante que incroyable. Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, toi, tu y es allé, tu disais, quelques fois pour préparer ce projet, mais tu y étais déjà allé avant ou? Jamais. D'accord. C'est dur de se projeter dans un endroit où on n'a jamais mis les pieds. Ouais, tout à fait. Alors, on est allé en fait une première fois au mois de décembre 2023. Ouais, c'est ça, au mois de décembre 2023. Et c'est là justement que mon mari a vraiment eu le déclic. Il a dit c'est bon, allez, on y va. Ah oui, vous y alliez pas pour repérer, vous y alliez genre en vacances. Et puis là, ça a été OK, c'est maintenant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça l'a replongé vraiment dans son rêve. Il a dit allez, c'est bon, on y va, on fait les démarches. Et puis on y va, on se lance, quoi. Et donc, voilà, c'était vraiment la petite cerise sur le gâteau qui fait que voilà. Et alors, le restaurant, du coup, devait s'appeler Chez Fanfan, c'est ça? Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que ça représentait pour vous deux? Justement, c'était le premier restaurant qu'on a créé en France. C'est le premier qu'on a, tout à fait, en Bretagne, à Saint-Brieuc. Donc, c'est le premier restaurant qu'on a fait, qui marchait très, très bien. Et que du coup, qu'il a voulu reproduire là-bas, quoi. Il s'est dit, je pense qu'une brasserie parisienne comme ça, en plein Soho, ça ne peut que marcher, quoi. Voilà, donc c'était ça l'idée, de refaire la même chose. Le restaurant Chez Fanfan, qui devait donc se situer en plein Soho, à New York, devait ouvrir ses portes fin mai, début juin, donc dans les semaines qui viennent. Malheureusement, le concept de Chez Fanfan à New York ne verra pas le jour. En tout cas, pas dans l'immédiat. Fin mars, Manon et François Tanguy, Fanfan donc, ainsi que leurs enfants, se sont rendus à Bayonne pour un week-end avec des amis afin de dire au revoir à leur vie en France avant de s'envoler pour New York. Et malheureusement, le week-end a pris une tournure dramatique. Je laisse Manon vous raconter. Donc en fait, on est parti en vacances 3 jours à Bayonne, donc dans le sud-ouest de la France, à la base simplement pour dire au revoir, justement un dernier au revoir à nos meilleurs amis qui habitent sur Bayonne, avant justement de partir à New York. Voilà, juste vraiment un dernier au revoir, pour faire la bise et puis voilà, partir. À la base, initialement, on devait partir pour fin mars, emménager sur New York. Voilà, sauf que le week-end s'est pas du tout déroulé comme prévu.
Il s'est avéré que lors d'une soirée avec du coup son ami chez qui on était à dormir, et ben ils ont fait un petit peu la fête, ces deux-là. Et puis voilà, l'alcool a fait des ravages malheureusement. Et puis voilà, comme on dit toujours, faut faire attention. L'alcool a fait des ravages et puis il s'est avéré que dans un mauvais délire où je sais pas exactement ce qui s'est passé et on saura jamais. Malheureusement, il est tombé dans le fleuve de l'Adour, qui est un fleuve à Bayonne qui a extrêmement de courant. Voilà, il est tombé et puis il s'est jamais relevé de là. Voilà, donc il s'est noyé. C'était dans la nuit du vendredi 21 février au 22 février. J'ai reçu un appel de mon mari à 1h du matin, me disant qu'il fallait venir le chercher tout de suite. Voilà, il était très très paniqué au téléphone. Donc, parce qu'il était alcoolisé, donc lui ne pouvait pas prendre le volant. Et donc, moi, en recevant cet appel-là, je pris immédiatement ma voiture. J'ai mis 15 minutes pour arriver au centre-ville de Bayonne. Et puis, je suis arrivée, je ne l'ai jamais trouvé. Donc, par contre, il y avait quelque chose qui était bien entre iPhone, c'est qu'il y a le service un peu de localisation. Donc, je l'ai pisté à chaque fois et je trouvais plus sa trace. Parce que justement, ne sachant pas que le téléphone était sous l'eau, malheureusement, j'avais plus de signal, en fait. Je me suis rendue au dernier signal... Voilà, sur lequel le téléphone bornait. Je l'ai cherché pendant des heures et des heures et des heures toute la nuit parce que dès que j'appelais, plus de batterie. Plus de batterie, mais moi, je ne savais pas. À ce moment-là, je ne savais pas du tout le malheur qui s'était passé, donc j'ai cherché des heures et des heures. En plus, il pleuvait des cordes. En fait, si vous voulez, en parallèle, j'avais ma meilleure amie au téléphone qui, je lui dis, appelle la police parce que je dis, j'ai pas de nouvelles, c'est bizarre. Et la police, justement, au moment où elle appelle, lui dit, écoutez, on a un signalement... d'une personne qui était torse nu dans la rue, donc mon mari, qui était torse nu dans la rue, et donc me dit, le dernier endroit où il a été vu, c'est dans tel bar à Bayonne, donc moi je m'y rends tout de suite, et je vois sur le parking son ami avec qui il avait passé la soirée qui dormait dans la voiture, donc je vais le voir, je le réveille, et je dis, il est où, et donc là, il m'a suivi dans les rues, et on est parti le chercher toute la nuit, quoi. Parce qu'il n'était pas avec lui quand il est tombé ? Et non. Il s'est passé qu'en fait, 1h30 avant, donc son ami en question, il était tellement fatigué qu'il est parti se coucher dans la voiture et il a laissé seul dans Bayonne, quoi. Et quand est-ce que vous avez su ce qui lui est arrivé, du coup ? Comment est-ce que vous avez su ? On a su qu'en fait, dès le lendemain, on allait... Je suis allée porter plainte à Bayonne, enfin pas une plainte, mais j'ai fait demander on appelle ça. Ils ont fait une enquête pour exactement, pour disparition inquiétante. Donc, mais bon, quand c'est comme ça, la police elle n'intervient que 48 heures après, parce que vu qu'il est majeur, c'est toujours pareil. On n'intervient que 48 heures après, donc les recherches elles ont commencé, sauf que c'est finalement que 3 jours après la disparition qu'ils ont pu avoir accès aux caméras de vidéosurveillance de la ville. Donc très très long, c'était très 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 long. Et donc toi, pendant 48-72 heures, t'attends Ouais, j'attends, je le cherche partout sans savoir où il est, quoi. Je cherche, mais je me disais déjà que ça sentait pas très bon. Je me dis c'est vraiment bizarre. Je veux dire, il m'aurait jamais fait ça. Il n'a pas donné de nouvelles. Je veux dire, au pire, s'il avait plus de batterie, il aurait pris le téléphone de quelqu'un et il m'aurait contacté, quoi. Donc du coup, 3 jours après, j'ai la police qui m'appelle en me disant venez au commissariat dès que possible. Je savais que c'était pas bon. Ils me disent de m'asseoir, ils me disent écoutez, on a visionné les vidéos de surveillance et puis on voit votre mari tomber dans l'eau, quoi. Au début, j'y croyais pas du tout. Je dis, mais attendez, il est ressorti de là. Il est sorti, il a dû traverser, il est ressorti, quoi. Et donc, du coup, ils me disent, écoutez, non, c'est sans appel. Il y a peut-être 1% de chance qu'il soit en vie. Donc bon, quand c'est comme ça, on vous annonce ça, on n'y croit pas. Enfin, je veux dire, on s'accroche aux 0,1% de chance de survie qu'il peut y avoir. Donc, mais bon, du coup, à l'issue de ça, ils ont fait intervenir... la brigade maritime, en quelque sorte, pour faire les recherches dans l'eau. Donc, ça a mis 3 jours. Donc, ils cherchaient, mais c'est tellement, tellement grand comme fleuve que ils savent pas où chercher. En fait, ils restent au niveau du point de chute, mais ils peuvent pas s'étendre. Ça fait plus de 15 km de long et après, ça se jette dans l'océan. Donc, ils ont arrêté les recherches. Mais moi, pendant 10 jours, tous les jours, j'y allais, quoi. Tous les jours, jour et nuit... des heures et des heures, des nuits entières avec moi. Tu faisais quoi du coup ? Tu marchais le long Exactement. Je marchais le long de Tu cherchais le long moindre de l'eau. indice, au moindre Tout à signe ? fait, exactement. On a fait aussi organiser des battues. Toute la ville de Bayonne s'est mobilisée pour chercher. Enfin, vraiment, il y a eu énormément de mobilisation. Ça faisait chaud au cœur. Et puis, des jours et des jours. Sauf que la police m'explique à ce moment-là qu'il y a la règle des 3-6-9. La règle de 3 jours, il flotte. 6e jour, il recoule. Enfin, il y a une règle, apparemment, qui est pas forcément fondée, mais que ça marche comme ça.
Et on me dit qu'apparemment, au bout de tel jour, il y a des chances qu'il monte à la surface et qu'il y reste. Bon, on y va, mais bon, rien. Sans succès, rien du tout. Le 9e jour, 10e jour, rien du tout. Et donc, il en est qu'au bout du 12e jour, 11e jour, je me rappelle plus. Et ben, je dis, bon, ben, je vais pas rester là. En plus, je faisais manquer l'école à mes enfants. Je dis, ben, je vais partir. Enfin, je veux dire, c'était déjà extrêmement difficile. Je veux dire, je vais pas rester tous les jours à le chercher dans l'eau. C'était un poids qui est terrible. Et puis mes enfants, enfin, je leur avais dit sans leur dire. En fait, ils comprenaient pas pourquoi leur papa était pas là. J'ai dû leur annoncer à la fin. Et donc, je pars, je prends la route. Et une demi-heure après, j'ai la police qui m'appelle, comme si c'était un signe du destin qui voulait pas que je le retrouve. Je sais pas comment expliquer. Vraiment, je l'ai vu comme ça. Il voulait pas que ce soit moi qui tombe sur lui dans l'eau. Et puis la police m'appelle à une demi-heure que je venais de partir, en me disant, mais écoutez, un passant vient de retrouver votre mari dans l'eau. Je dis, c'est incroyable. Donc je fais demi-tour, hein, évidemment. Je fais demi-tour, je me rends sur les lieux. Bon, évidemment, ils m'ont pas autorisé à y aller, hein, ce qui est normal, parce qu'il fallait pas que je le voie. Et donc voilà, donc il a été retrouvé. T'as pas de... Est-ce que c'est des trucs qu'on voit que dans les films, c'est justement où tu dois authentifier le... Eh ben non, il n'y a pas eu nécessité parce qu'il avait tous ses papiers sur lui. Et ben de toute façon, ils ont pas voulu me le montrer, hein, ni au funérarium. Ni à la morgue, rien du tout. C'était passer un temps dans l'eau, le corps, ils m'ont dit c'est pas possible. Par la suite, du coup, je me dis il faut que je fasse quelque chose pour New York parce que bon, j'avais pas assez de recul, mais j'en avais suffisamment pour me dire que je pouvais pas continuer ce projet seule. Voilà, pour moi, c'était absolument pas viable pour moi avec mes enfants de partir à l'autre bout du monde, toute seule avec mes enfants et de faire un projet. C'était un projet à deux en plus. Exactement, c'était un projet commun qui portait son nom parce que chez Fanfan c'était vraiment son surnom. Mais je me voyais vraiment pas le faire toute seule. Et puis les enfants, la restauration c'est compliqué. Enfin, je me voyais pas. Donc du coup, je contacte en premier mon avocat. Je lui explique ça, qu'il reste complètement bouche bée. Il me dit, écoute, on va faire tout ce qu'on peut pour expliquer au propriétaire. Le propriétaire du bail, on va lui expliquer cette situation et mon avocat me dit dès le départ, au vu de la complexité déjà lors de la rédaction du bail, c'était déjà une personne qui était extrêmement compliquée, extrêmement, je vais pas dire des gros mots, mais voilà. Il me dit, à mon avis, ça va être très compliqué pour toi de restituer cette caution que tu as versée lors du bail. Est-ce que tu avais une caution du bail et tu avais d'autres frais, non ? Alors oui, en fait... lors de la rédaction de bail, le propriétaire nous a demandé de verser 6 mois de caution plus 1 mois de loyer. Donc ça correspondait à 166 000 $, plus le mois de janvier et le mois de février 2025 qu'on avait payé en plus, sachant que le loyer était à 23 750 $. Donc on était à 203 000 $ en tout de verser au propriétaire. Donc j'explique ça à mon avocat, et il me dit, écoute, toi tu vas pas rentrer en contact direct avec le propriétaire parce que je sais comment faire, je sais comment je vais m'y prendre, je reviens vers toi, je lui en parle. Il lui parle, il me rappelle 1 ou 2 jours après, mon avocat, en me disant, écoute, je suis restée plus d'1 heure avec lui au téléphone, il veut rien savoir, il veut rien entendre. Le fait qu'il reste plus d'1 heure au téléphone, c'est quand même qu'il est ouvert au dialogue, d'une certaine manière. Parce que si c'est non, il passe à autre chose. Ben ouais, mais dans le sens où justement, c'était plutôt, il parlait plutôt à un mur, plutôt dans le sens où mon avocat, vraiment, il essayait toute solution. On a tout essayé en lui disant, écoutez, de toute façon, c'est un local qui va être repris tout de suite. L'emplacement, il va être repris. On va vous retrouver on va essayer de faire un transfert de bail. De trouver quelqu'un, exactement, de trouver quelqu'un qui soit capable de reprendre le bail. Vous prenez la caution de cette personne et vous restituez celle-là à Madame Olivon. Enfin, écoutez, il a tout essayé. Rien à faire. Il me dit, écoute, ce qu'il te propose, c'est de signer une surrender, donc de signer la lettre de sortie de bail. Il ne fera rien de son côté, ni 1 mois de loyer, rien. Et ça consiste en quoi, du coup, la sortie de bail ? Pourquoi est-ce que... Parce que finalement, ça veut dire que tu sors du bail, donc c'est bien. Enfin, comment... Eh ben, c'est bien, mais c'est pas bien, en fait. Du coup, en fait, mon avocat l'a appelé plusieurs fois et le propriétaire en avait marre. Il a laissé son avocate répondre à sa place. Et ce courriel-là disait que, en gros, si je ne signais pas la sortie de bail, de résiliation de bail, j'étais redevable pendant 10 ans du loyer. Est-ce que tu avais signé un bail de 10 ans ? Exactement. C'était un bail commercial de 10 ans, comme quoi ça disait que si je signais pas, j'étais redevable à 100% des loyers, soit un montant de 3 millions d'euros. Je dis à mon avocat, mais c'est pas possible. Je dis, on parle d'un décès. Je parle pas de quelque chose où on veut plus y aller. Je dis, c'est plus qu'un cas de force majeure. Mais il faut être inhumain. Je lui dis, mais pour pas comprendre ça. Et il n'y a pas d'assurance business ou de... Rien.
de Non, sur le ça, prêt? c'est ce Est-ce que que... vous avez fait un prêt peut-être pour payer ces frais-là? Du tout. Ah, vous avez Non, vendu non, votre du tout. commerce, enfin votre restaurant en Bretagne et... Exactement, c'était vraiment toutes les économies ouais, d'une vie, quoi. Enfin, vraiment, on avait mis tous nos fonds perso propres pour amener à bien ce projet, quoi. Donc bon, tout essayé, tout essayé. Donc j'ai dû, mon avocat me dit, écoute, pour que tu aies un poids en moins sur la conscience, signe, parce qu'il me dit, je suis pas sûre que tu puisses avancer en sachant que on va attaquer ta société à New York. Même si toi, tu es en France, il me dit, tu es en France, tu risques rien. Ce qui est vrai, mais il me dit, signe. Il me dit, signe. Mais au début, j'ai pas voulu signer pendant des jours et des jours. Je dis, il va céder. Parce qu'en fait, une fois que tu signes, du coup, tu sais que tu pourras pas du tout revenir vers lui, le poursuivre en justice ou quoi que ce soit pour récupérer ton argent, quoi. Et en soi, oui, c'est ça. Alors, le poursuivre en justice, si, je pense. Je pense qu'il y a moyen. D'ailleurs, je suis dessus. Je suis en train d'essayer de faire quelque chose avec notre avocate de New York. Mais ouais, là, dans tous les cas, là, de lui-même, c'est fini, quoi. Il redonnera rien. Sachant que du coup, donc tu gères cette partie du business, sachant qu'à côté, tu as toute ta vie personnelle aussi qui s'effondre d'une certaine manière. Comment est-ce que tu arrives à gérer, j'allais dire surmonter, mais j'imagine que tu es encore en plein dedans, ça fait à peine 2 mois que ça s'est passé. Comment ça se passe avec les enfants, par exemple? Eh avec les enfants, ça se passe bien, justement. C'est ma force. C'est eux qui m'aident à avancer au quotidien. Voilà, je vois mon mari en eux, je me dis ça me fait du bien, quoi. Ils m'aident à surmonter tout ça. Bon, il y a des hauts et des bas, évidemment. Je pleure pas devant eux, mais bon, le soir, c'est autre chose. Quand on est seul, c'est là qu'on s'effondre. Mais voilà, je suis une personne qui est extrêmement forte depuis toujours. J'ai vécu des choses dans ma vie qui m'ont permis de vraiment avoir cette force-là. Qui me fait avancer. Je me bats et puis voilà, je sais que de toute façon, si c'était quelque chose qui m'était arrivé à moi, mon mari l'aurait jamais lâché. Dur têtu comme il était. Je me dis, il aurait jamais lâché, et puis je fais ça pour lui. Tu veux dire, il serait parti, tu penses? Ouais, je pense. Bon, je pense pas qu'il m'en veuille de là-haut, mais je pense que oui, parce que lui, il avait pas d'accroche, il a plus de famille. Il a perdu ses parents, il avait 17 ans, tous les deux. Enfin, il a vraiment aucune accroche. Il serait parti. Il aurait accompli pour moi, pour nous deux, il l'aurait fait, je pense. Mais voilà, je me dis que là, il doit être fier de moi de voir que je lâche rien sur New York, que j'essaye de tout faire pour gagner un peu ce combat, quoi, même si j'en sors pas indemne. Voilà, je me dis qu'il l'aurait fait pour moi, donc je vais tout essayer. Voilà, je vais faire tout pour, en tout cas. Moi, j'ai découvert ton histoire dans un article du New York Post, initialement. C'est toi, du coup, ou c'était ton avocat, qui a essayé de solliciter la presse pour faire un peu pression sur l'opinion publique comment est-ce qu'ils ont trouvé cette histoire, en fait, je me demandais. Alors, c'est pas mon avocat français, c'est mes avocats pour la liquor license. D'accord, donc le permis de servir de l'alcool? Exactement. Donc, c'est Eleanor, exactement, qui m'a contactée en me disant, écoute, on connaît très bien une journaliste du New York Post, justement, on a parlé de ton histoire, qui est très intéressée par ton histoire et qui va te contacter, qui s'appelle Lisa, et qui va te contacter. Donc voilà, on est rentrés en contact, on a échangé beaucoup de mails sur lesquels je lui racontais tout ça et qui a du coup publié cet article-là sur le New York Post. D'accord. Et alors, ça a été quoi les retombées? Est-ce que ça a fait bouger quoi que ce soit, finalement, auprès du bailleur ou auprès de l'opinion publique? Je crois que tu me disais que tu as des gens qui t'ont contacté, justement, qui ont eu de la peine, quoi, pour toute cette histoire et qui t'ont proposé de l'aide aussi? Oui, tout à fait. Donc, ça a remué, effectivement. J'ai eu beaucoup d'ajouts sur les réseaux. Beaucoup de personnes de New York. Des Français de New York ou pas particulièrement? Eh ben non, des deux. Mais beaucoup d'Américains qui m'ont contacté. Alors, la plupart, justement, pour voir justement s'il y avait moyen de m'aider dans le sens de reprendre le bail. Non, c'est vachement sympa. Ouais, non, mais bon, je leur dis du coup c'était pas possible parce que j'avais déjà signé la sortie. Beaucoup de personnes m'ont demandé justement si je pouvais, s'ils voulaient bien me mettre en contact avec des avocats, voir s'il y avait moyen de m'aider justement à restituer cet argent. Beaucoup de messages de soutien. J'ai eu aussi des personnes qui m'ont dit écoute, viens quand même, fais ce projet. Non, ne sachant pas que j'avais déjà, voilà, on sera là pour t'aider, t'es pas seule. Enfin voilà, c'était vraiment très touchant. De gens que tu connais pas. Ouais, tout à fait. J'ai même eu, je sais plus qui,
Des personnes qui m'ont dit, bah écoute, viens ici, t'ouvres pas ton commerce, mais moi je t'embauche. Enfin, vraiment, c'était super. Voilà, au vu de mon expérience dans la restauration, voilà, je te propose un poste là, on va faire quelque chose ensemble. Des gens qui voulaient s'associer. Enfin, C'est incroyable. Ah ouais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment magnifique. C'était vraiment beau. Donc voilà. Et puis surtout, ça m'a apporté, parce que j'ai eu un restaurateur de New York qui est justement pas loin de l'emplacement de chez Fanfan à la base. Je crois que c'est le restaurateur de, je sais pas si c'est le gérant, je suis pas sûre, de Bisou, le restaurant Bisou à côté de, Ok, je connais donc pas. dans Sceaux, juste à côté de chez Fanfan, qui m'a contacté en me disant, bah écoute, on va relier ton histoire et t'as qu'à faire une cagnotte GoFundMe. Je connaissais pas du tout GoFundMe. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est très courant aux États-Unis, une cagnotte en ligne. Ouais, je connaissais pas parce que justement, enfin moi j'ai tout perdu. J'ai plus rien, donc tous les sous je les avais mis là-bas. Donc Et puis vous avez vendu vos business aussi, donc t'as pas d'emploi. exactement. Donc vu que, et enfin je dis j'avais tellement de choses à payer. Enfin je me dis mais comment je vais faire? Donc il me dit bah écoute tu vas mettre une cagnotte GoFundMe. Il dit je vais la relayer au maximum. Donc ça a commencé par là, donc par cette idée de ce restaurateur. Donc je le fais et il me dit écoute envoie-la moi maintenant et puis je vais la relayer. J'ai énormément de personnes qui me suivent sur les réseaux, beaucoup de clients aussi. Je vais la relayer. Et elle a été relayée de personne en personne en fait finalement. Et puis, ça m'a permis déjà de collecter, de collecter pas mal déjà. Ouais, je vois, je suis dessus. Vous êtes à presque 7 000 euros. Ouais. Je me dis vraiment, c'est La générosité tout et à la fait. solidarité. Qu'est-ce que c'est beau. Enfin, ça me touche tellement de voir Tu les connais gens pas, comme ces ça gens qui donnent, justement? Enfin, Pas du tout. C'est incroyable. ouais. Incroyable. Parce que là, financièrement, aujourd'hui, donc tu as toutes tes économies qui sont parties et qu'on espère tu vas trouver du coup une manière, on va y revenir, pour en tout cas en récupérer une partie. J'imagine que les obsèques, et cetera, c'est des choses dont on parle pas toujours assez, mais ça a aussi un coût qui est pas négligeable. Exactement. Bah justement, cette cagnotte-là, alors, j'ai eu des soucis ici au niveau des obsèques avec les services du cimetière parce que c'est toujours un peu compliqué. Donc en fait, j'en ai pour 11 000 euros de frais d'obsèques. Mais en fait, le souci dans lequel je me trouve aujourd'hui, c'est que vu qu'on partait fin mars à New York, en fait, on avait tout résilié. Donc assurance, mutuelle, enfin tout ce qui est assurance décès, enfin tout en fait. Tout ce qui aurait pu m'apporter de l'aide là financièrement, ben je l'ai pas. Mais comment tu fais du coup au quotidien? Ben je fais pas. Je fais comme je peux, donc c'est pour ça que là, ces fonds-là qui m'aident à payer, m'aident à payer les obsèques. Donc les 7 000 euros, là déjà, ça m'a permis de payer les trois quarts des obsèques, parce que vraiment, quand je dis que j'ai plus rien, c'est je n'ai plus rien. On avait vendu une voiture, tout a été injecté dans New York. Tout. Et là, tu vis où Tout. aujourd'hui? Et du coup, vu qu'on avait vendu notre maison, j'ai plus de maison. Donc, je suis hébergée par le parrain de mon mari en attendant. Enfin, j'ai tout à reconstruire. Vraiment, tout. Plus de voiture, j'ai plus rien. Je repars de zéro dans ma vie, vraiment de zéro avec mes enfants. Donc, il faut que je retrouve un logement, il faut que je me rachète une voiture. Sauf que pour l'instant, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, quoi. Mais bon, je suis pas à la rue, c'est le principal. Et puis voilà, j'ai un toit. Et puis voilà. Et tes enfants, outre la perte de leur papa, vous leur aviez parlé du départ imminent pour New York? Bien sûr, ils étaient ravis d'ailleurs. Ils étaient ravis, ils avaient hâte tout le temps. Ils me disaient c'est quand qu'on part. Et puis du coup, ils ont été finalement même déçus quand je leur ai dit on part pas. Oh ben non, pourquoi on part pas? Et c'est par rapport à papa, ouais. Donc bon, je leur explique avec des mots d'enfant, mais ouais, déçus. Ils étaient déçus de ne pas partir. Mais bon, c'est comme Les ça, enfants de je leur leur ai papa, quoi. expliqué. Exactement. Têtu comme des bulles. Bon, je dis voilà. Après, peut-être que je dis pas, hein. Je dis peut-être que autant dans des années, si j'arrive à me refaire un peu une santé ici, réinvestir, je sais pas, hein, j'en dis rien, mais peut-être que je partirai sur New York avec du recul. Là, pour l'instant, j'en ai pas assez. Ouais, ça fait à peine un mois et demi. Tout pile. Le décès, parce que c'était le 4 mars. Ah oui, le 4 mars, c'est là où tu as su, puisque... Là où il a été retrouvé. Donc, le décès a été acté le 4 mars. Ah, du coup, ils le mettent pas pour la nuit du drame, ils le mettent pour non, le jour où ils ont on retrouvé peut pas. le corps. D'accord. Ouais, on peut pas. C'était une disparition, on peut pas acter un... Et si ça avait été en février, t'avais encore les assurances? Non. Non, il avait déjà tout annulé.
Et tu me disais l'autre jour quand on échangeait que tu as une avocate qui t'a contacté à New York et qui a envie de te donner un coup de main. Ouais, tout à fait. Alors pour l'instant, il n'y a encore rien d'acté. Hein. Il n'y a rien d'acté. Elle m'a contacté sur... je crois que c'est sur Facebook, mais je sais plus, mais il me semble. C'est une avocate française qui est expatriée à New York depuis 15 ans, si je dis pas des bêtises, qui m'a contactée. Donc on s'est eu au téléphone via WhatsApp, et donc elle me disait que du coup elle était avocate dans un gros cabinet à New York, et qu'elle pouvait présenter mon dossier en pro bono. Donc je dis c'est quoi ça, pro bono? J'ai jamais entendu parler de ça. Donc elle me dit que je peux être représentée gratuitement. Donc elle me dit bon, c'est pas elle qui a le dernier mot, c'est pas elle qui décide. C'est dans son cabinet qu'ils vont décider Tout à fait, voilà. Elle me dit elle n'est pas porte-parole de ça, mais voilà, elle a le droit d'apporter des dossiers en pro bono des fois. Et donc elle me dit écoute, envoie-moi tout ce que tu as. Donc je lui ai envoyé le bail, voilà, tous les échanges qui ont été faits avec le propriétaire, voilà, tout ce que j'ai pu lui envoyer pour aider au dossier, et je lui ai envoyé. Elle me dit je reviens vers toi hyper rapidement, et puis voilà, on va voir s'il y a moyen de t'aider là-dessus. D'accord. Donc j'attends son retour. Là, c'était le week-end. Et donc c'est quelqu'un qui pourrait peut-être t'accompagner justement pour récupérer au moins une partie de tes fonds Tout à fait, voilà. Si je parviens pas à récupérer la totalité, de toute façon, je pense que ce sera pas possible. Je l'espère, mais j'y crois pas trop. Mais voilà, ne serait-ce que récupérer, je sais pas quoi, un mois de loyer, enfin un petit peu quoi, ouais. Un dédommagement, quelque chose qui t'aide à avancer aussi. Ouais, exactement. Ne serait-ce qu'un mois. Je veux dire, sur les $203 000 qu'on lui a passé, qu'il ait un geste de cœur, quoi. Qui me laisse pas comme ça. Surtout qu'il récupère son argent, en fait. C'est ça qui est fou, parce que son truc, ça se trouve, il est déjà reloué, là. Mais j'en suis sûre qu'il est déjà reloué. Mais je suis sûre. C'est clair. Je me dis, en plus, moi, ce qui me dépasse, c'est que justement, on dit, ça s'appelle une caution. En fait, c'est la caution. La loi est très du côté du propriétaire, quoi, là-dessus. Ah c'est ça, c'est bien ce qu'il disait dans ses courriers, c'est qu'il est largement protégé par le bail de une, et de deux par la loi de New York, en fait. Rien ne lui oblige... C'est ce que me disait mon avocat, rien ne lui oblige à restituer cette caution. Mais mon avocat me dit, t'es tombé sur peut-être un des seuls cons, comme il me disait, je sais plus comment il me disait ça, à New York, pour qui n'a pas de cœur, qui est inhumain à pas rendre la caution lors d'un décès. Parce qu'il aurait pu même, ne serait-ce que mettre une condition. Ok, vous me retrouvez quelqu'un qui s'engage dans les mêmes termes, et ensuite on en discute. Mais là, c'est non... d'avance, c'est un non catégorique, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et c'est ça qui est encore plus lourd. Déjà que tu dois gérer le deuil, que tu dois gérer tout l'après et tout ce projet en plus. Ah ça a été la goutte d'eau. Ça a été vraiment là, ça a été trop quoi. Et alors aujourd'hui, est-ce que, je sais pas, tu prends du temps pour essayer justement d'assimiler en fait tout ce qui se passe, parce que tout ça s'est passé très très vite et c'est enchaîné à une vitesse incroyable, ou est-ce que, je sais pas, tu as retrouvé un boulot? Comment tu te projettes là dans les semaines, mois à venir? Je me projette que je pense avoir un projet. Après, il n'y a rien encore Au début, je voulais refaire le restaurant chez Fanfan ici en Bretagne, reprendre un local et le refaire. Mais finalement, avec du recul, je pense que ça va être trop compliqué mentalement. Je parle même pas en termes de reproduire ce qui existait déjà. Mais ouais, je pense qu'en fait, ça va vraiment trop me replonger dans les souvenirs, des bons souvenirs, mais ça va faire mal. Et je me sens même plus capable de refaire un restaurant à son nom, en fait. Je sais, ça serait une belle mémoire, mais ouais, là, pour l'instant, je me sens pas. Je pense que je vais repartir sur un projet qui tenait aussi à cœur à mon mari par la suite, c'était de faire de l'immobilier. Je sais pas si j'en suis capable, mais parce qu'on avait déjà fait ça en France. On avait bien marché dans l'immobilier, donc je me dis... Ah oui, mais vous avez combien de casquettes? T'as même pas 30 ans et t'as combien de vies? Ouais, c'est vrai que... Mais dans tout ça, c'était vraiment mon mari qui avait... comment on dit ça? Il était... vraiment, il avait... Enfin voilà,
quoi, plein d'idées, quoi, tout le temps. Il essayait vraiment de nous mettre toujours à l'abri financièrement et puis de toujours trouver des trucs. Enfin, vraiment, il avait une niaque d'enfer à toujours trouver des projets. Et puis voilà, il s'était mis surtout, moi je suivais ça de loin, je faisais les papiers. On s'était mis un peu dans l'immobilier, de l'achat-revente, pour faire de la plus-value. Ça avait bien marché. Des rénovations, du coup, de l'ancien que vous revendez après ou c'était quoi? Eh ben, le premier, même pas. Le premier, même pas. C'était un immeuble à Saint-Brieuc et c'était en copropriété. Et puis il a eu l'idée de faire une division de lots et de revendre chaque appartement. Il y en avait 6, plus un local commercial, un immeuble entier. Et puis on avait réussi à vendre ça. Mais c'était magnifique comme opération. Je disais, mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Et mais bon, par la suite, il aurait aimé justement à New York aussi faire ça. À l'issue du restaurant, lâcher après, mais dans les années à venir, hein, attention, hein, de vivre de l'immobilier parce que vraiment, il aimait ça. C'était vraiment, il adorait ça, quoi. C'était vraiment, il avait dans le sang, il avait ce bagou là, il avait dans la peau ce côté, mais il était tellement sociable, et il parlait tellement facilement aux gens je sais pas, il trouvait toujours des pépites et il arrivait toujours à se débrouiller, quoi. Je dis, mais donc je vais essayer d'amener à bien ce projet. Je vais tenter. C'est pas vraiment mon domaine, mais je pense que je peux y arriver. Je vais essayer parce que je me vois pas. C'est difficile après 5 ans d'être auto-entrepreneur de retravailler pour quelqu'un. Je pense vraiment c'est compliqué. Je me sens pas demain revenir employée, avoir un patron sur mon dos. Mais c'est vrai, hein, c'est vraiment difficile. Mais je vais essayer. Après, voilà. Comme disait mon mari, c'était vraiment sa phrase. Il me disait tout le temps, qui tente rien n'a rien. Il y a que ceux qui font rien qui n'échouent pas. Voilà, c'était son mot. Mais c'est vrai. C'était un fonceur. Donc, ah ouais, exactement. Ah, mais il fonçait, mais tête baissée, mais même trop. Des fois, il était très, très borderline. Mais c'était soit ça passait, soit ça cassait. Donc, Mais pour te relancer dans l'immobilier et faire tout ça, du coup, il va falloir que... Enfin, il faut que tu aies un pactole pour pouvoir le réinvestir, du coup, c'est ça? Eh ben, pas forcément, parce que... Alors, j'en sais rien, hein. Parce qu'il faut enfin, voilà, voir avec ma banque aussi, voir s'ils financeraient. Bon, je pense qu'ils demanderaient peut-être un apport, mais pour l'instant, j'en sais encore trop rien. Je ne les ai pas encore vraiment démarchés. C'est un peu hypothétique, quoi, pour l'instant. Là-dessus, voilà, tout à fait. Voilà. Après, ou alors trouver des investisseurs. Tout est possible, hein. Tout est possible, mais il faut vraiment que je me pense sur le sujet. Mais là, dans l'immédiat, je suis pas à la rue. Je me suis inscrite à Pôle emploi parce que, voilà, il faut bien que j'ai des revenus, hein. Je vis pas d'amour et d'eau fraîche en attendant de rebondir. Parce que mon mari, il avait eu l'ingéniosité d'idée de justement dans notre dernier restaurant, parce qu'au début, on était gérants tous les deux de la société. Et à la fin, il a eu l'idée de me mettre gérante de mes salariés. Donc, justement, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des droits ouverts à Pôle emploi. Parce que sinon, là, je n'aurais rien. Je n'aurais rien du tout. Donc, il a dû y avoir le nez, des fois, je l'ai encore. Donc, voilà, je suis pas sans rien en attendant. Et puis, Bon, tant mieux. voilà, quoi. Et ton futur, là, du coup, tu le vois en Bretagne ou tu envisages de te rapprocher de ta famille dans le sud de la France ou tu sais pas trop? Là, dans l'immédiat, je vais rester ici. Parce que mon mari, il est enterré là aussi. Et même pour les enfants, je veux pas non plus trop les perturber parce que enfin voilà, déjà ils sont un peu chamboulés de leur vie. Si je les rechange encore d'endroit, je les rechange encore d'école, rechange de vie, de tout, de repères, je pense que ça ferait trop. Donc dans l'immédiat, vu que j'ai pas assez de recul, je vais rester là. Et puis après on verra. Advienne que pourra. On verra par la suite. Bon, écoute, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que ça va déboucher sur quelque chose, cette histoire à New York. Et puis, j'espère que vous aurez l'occasion, toi et tes enfants, peut-être de venir rendre visite Bien sûr. d'une manière ou d'une autre. Ce sera aussi peut-être un hommage à ce projet, à ton mari. Comment est-ce qu'on peut t'aider aujourd'hui? On parlait de la cagnotte. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode si vous voulez donner un coup de main. Je pense qu'il n'y a pas de petits gestes pour t'aider dans la situation dans laquelle tu es. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Eh ben, autre chose, après je suis loin, hein. Je suis en France, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont déjà fait beaucoup. Je sais même pas vraiment, voilà, m'aider financièrement, c'est une chose, mais je sais pas, voilà, être soutenu, ça fait toujours chaud au cœur, des messages que j'ai déjà reçus, mais Tu vois quelqu'un d'ailleurs pour en parler parce que ça te fait quand même une sacrée charge
mental, émotionnel, familial, est-ce que tu as le soutien de ta famille peut-être? Est-ce que, je sais pas, tu vois un psy ou... Le soutien de ma famille, oui, je l'ai. Le soutien de mes amis, je suis extrêmement bien entourée. Alors pas à côté, hein, parce que comme je disais, ils sont pas ici, mais soutenu, téléphone, voilà, message. Mais ouais, je suis bien entourée finalement, et heureusement. Mais non, je suis pas de psychologue. Je suis aussi têtue que mon mari finalement, et puis je trouve que ça m'apporte rien. J'en ai suivi pendant des années quand j'étais jeune. Ça m'a... T'es peut-être pas tombée sur les bons, mais d'accord, j'insiste pas. Ouais, mais parce que voilà, je suis suffisamment entourée, puis j'ai mes enfants. Alors pour l'instant dans l'immédiat, hein, je sais pas si par la suite j'aurai peut-être un besoin, mais non, je suis pas suivie pour le moment. Bon, et ben écoute, j'ai envie de te dire qu'on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour ce nouveau chapitre. Si on peut faire quoi que ce soit, t'hésites pas. Et puis, tiens-nous au courant de la suite, en tout cas. Bien sûr. Je sais pas comment conclure, en fait. J'ai un peu du mal. Généralement, ma question traditionnelle à la fin des épisodes, c'est si tu pouvais revenir en arrière sur quelque chose. Ça veut pas dire que tu changes quelque chose, mais qu'est-ce que tu te chuchoterais à l'oreille? À quel moment est-ce que tu reviendrais, en fait, et qu'est-ce que tu te chuchoterais au creux de l'oreille? Quel moment je reviendrai, hein, c'est très simple, très compliqué à la fois. En fait, c'est moi qui ai incité sur le fait de partir en week-end à Bayonne. Voilà. Mon mari m'avait dit non. Et voilà, il y a des signes, et puis voilà, je serais pas partie, puis ce serait jamais passé tout ça. Oh, faut pas se dire ça. Si tellement on pouvait revenir en arrière. Mais bon, on peut pas, malheureusement. Voilà, c'est le destin des fois. Donc c'est tout. En tout cas, t'es sacrément forte. Bravo, Manon. Merci. Et les mots paraissent tellement dérisoires, en fait. Du coup, j'ai du mal à m'exprimer, mais ouais, je te souhaite plein de douceur pour la suite. Ouais, il m'en faut. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Manon pour sa confiance et pour le moment qu'on a passé ensemble. Je vous remercie vous aussi du fond du cœur de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir Manon, je vous mets le lien vers sa cagnotte dans la description de cet épisode. La semaine prochaine, je vous propose une histoire un peu plus légère, en compagnie d'un certain Berthoud. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Et petit à petit, je me suis dit que je me lassais un peu de jouer les chansons des autres. Tu vois, je me suis dit que c'était un moyen de faire de l'argent. Enfin, c'est une chose, de l'argent là pour voyager, de faire plaisir aussi, parce que les gens avaient l'air d'apprécier ce que je faisais, et de créer des émotions chez les autres. C'est ce qui me motive avant de faire de l'argent quand même, parce que et donc je me mets à écrire des chansons. Et de temps en temps, j'en place dans la rue, je me mets à jouer quelques trucs à moi. Et ça me plaît. Et je me rends compte que les gens, ils accrochent aussi. Et parfois, on me demande même t'es de qui cette chanson? Je la connais pas. Et là, c'était tu vois, la satisfaction ultime. Tu vois, tout est cheminement, quoi. C'est vraiment ça. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine. Et je vous dis donc à mardi pour découvrir ensemble cette nouvelle histoire. À très vite.